dit qu'après 25 ans de mariage, soit on connaît tout de son conjoint, soit on découvre qu'on ne l'a jamais vraiment connu. Tout a commencé lors d'une soirée d'entreprise à laquelle je n'avais même pas envie d'aller. Encore un vendredi soir avec des discussions gênantes, de l'alcool trop dilué et des rires forcés. Mais ce que j'ai vu ou plutôt ce que je n'ai pas vu ce soir-là a tout changé. Ma femme a disparu plus d'une heure. Quand elle est revenue, rouge et essoufflée, elle m'a dit qu'elle était en discussion de projet avec son directeur. Mais au fond de moi, je savais qu'on m'avait pris pour un imbécile. Cette nuit-là a déclenché une série d'événements que je n'aurais jamais pu imaginer. Un détective privé. Une famille brisée. Et une forme de revanche qui n'a pas crié, qui n'a pas claqué de porte, mais qui s'est faite dans un silence froid et calculé. C'est l'histoire de ce qu'un homme est capable de faire quand il en a assez qu'on lui mente. Du vrai prix de la trahison. Et croyez-moi, elle l'a payé au juste prix. Mais d'abord, revenons à cette maudite soirée. Je n'ai jamais aimé accompagner Camille à ses soirées pro. Des gens trop bien habillés qui se la jouent, du vin dont je ne sais pas prononcer le nom et des cocktails de crevettes qu'on fait semblant de trouver délicieux. Mais je suis son mari, un bon mari, alors je me suis fait beau, j'ai mis ma seule veste correcte et je l'ai suivi comme d'habitude. Je me disais que je pourrais choper une bière fraîche et 2-3 toasts au bacon et rentrer pour le match de fin de soirée. On pourrait croire qu'après 55 ans sur Terre et 25 ans de mariage, j'aurais dû voir le coup venir. Camille travaille au marketing dans un gros cabinet de conseil à la défense. Elle est très forte dans ce qu'elle fait, je n'en ai jamais douté. Toujours vive, organisée, naturelle pour diriger. Au fil des années, je l'ai vue grimper les échelons. J'étais fier. Mais depuis quelque temps, quelque chose clochait. Difficile à expliquer. Elle rentrait de plus en plus tard. On est sur des deadlines serrés. Puis des séminaires, des week-ends stratégie, des réunions après 20 heures. Normal, en théorie. Mais ce petit rire devant son téléphone qu'elle éteignait d'un coup sec? Cette odeur de parfum d'homme qu'elle ramenait parfois? J'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Je ne voulais pas devenir ce type-là, parano, aigri, toujours à accuser. Ce n'est pas moi. La soirée avait lieu sur le toit d'un bar branché avec vue sur la tour Eiffel et tout Paris qui scintillait. Vous voyez le genre, rambarde en verre, lumière tamisée, musique juste assez forte pour t'obliger à hurler pour parler. J'ai laissé Camille ouvrir la marche. Elle était magnifique, comme toujours. Robe noire, talons qui claquent, cheveux impeccables. Cette femme avait toujours su faire tourner les têtes, la mienne comprise. Elle glissait dans la foule comme si elle était née là-dedans. Rire, accolade, discussion pro avec ce ton un peu trop corporate qu'elle prenait parfois. Moi, je restais un peu en retrait avec mon assiette en carton et ma bière, à écouter un type raconter son parcours de golf avec le directeur financier. Je souriais, hochais la tête. Je ne disais pas grand-chose. Ce n'était pas mon monde, et je ne faisais pas semblant. Au bout de 40 minutes, j'ai réalisé que Camille n'était plus là. Je me suis dit qu'elle discutait avec un client, rien de grave. Mais 20 minutes, puis 30. J'ai scruté la foule, vérifié le bar, jeté un œil sur la terrasse où des gens fumaient des cigares en riant trop fort. Rien. Je lui ai envoyé un SMS. Rien. J'ai appelé, ça a sonné dans le vide. Je me suis appuyé contre une colonne, j'ai fini ma bière en essayant de ne pas avoir l'air d'un chien perdu. Mon ventre se nouait, et ce n'est pas le genre de choses qui m'arrive facilement. Je sais que je peux avoir l'air de surréagir. Mais quelque chose n'allait pas. Elle est réapparue presque une heure plus tard. Elle marchait vite, comme si elle avait juste été aux toilettes. Mais j'ai vu les détails, les joues rouges, des mèches échappées de son chignon, le rouge à lèvres légèrement étalé au coin de la bouche. Elle n'avait pas l'air saoule, juste bizarre. Son sourire était mince et elle évitait mon regard. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu, oui, j'étais avec Philippe pour un dossier. Philippe, son directeur. Le type aux dents trop blanches et au costume trop cintré. Celui qu'elle qualifiait toujours de « très exigeant, mais pas méchant ». J'ai hoché la tête comme si je la croyais, mais j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Après ça, elle n'a presque plus parlé. Elle tenait son verre et fixait le vide pendant que le directeur général faisait un long discours sur le bon trimestre. Je l'observais du coin de l'œil. Elle avait l'air calme, presque ennuyée. Mais ses mains tremblaient un peu, elle triturait son alliance, tapotait ses ongles sur le pied de son verre. Des petits détails.
Ce qu'on remarque après plus de 20 ans ensemble. On n'a pas beaucoup parlé dans l'ascenseur. Juste le ronronnement mécanique et le petit « digne » à chaque étage. Camille était à côté de moi, bras croisés, serrant son petit sac noir comme s'il contenait tous les secrets qu'elle ne voulait pas lâcher. Elle n'a même pas dit au revoir à qui que ce soit. Elle est sortie par les grandes portes vitrées et s'est engouffrée dans la nuit comme si la soirée n'avait jamais existé. Je l'ai suivie jusqu'à la voiture, clé en main. J'ai déverrouillé. Elle s'est glissée côté passager sans un mot. J'ai démarré et je suis sorti du parking souterrain. C'était une de ces nuits lourdes d'humidité où même la clim à fond ne suffit pas. Pendant un moment, il n'y a eu que le bruit des pneus sur le bitume et la radio en sourdine ou une vieille chanson de Goldman sur les ruptures et les routes de campagne. J'ai baissé le son. Je ne voulais pas que les paroles parlent à ma place. Quelques minutes plus tard, je n'ai pas tenu le silence. Alors, t'étais passé où? J'ai demandé, yeux fixés sur la route. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée. Elle fixait les lumières de la ville comme si elles étaient plus intéressantes que moi. Puis elle a soupiré légèrement et a lâché, je discutais avec Philippe du nouveau dossier. Ça a traîné. J'ai gardé les mains bien à 10h10. 1 heure entière? Elle a haussé les épaules. On avait beaucoup de choses à voir. Le ton était plat, presque appris par cœur. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. J'avais envie de la croire. Vraiment. Mais ça sonnait comme une réplique apprise. Elle a ajouté, il pense que je suis sur la liste pour une promotion. Je l'ai regardé encore. Son profil était dur sous la lumière du tableau de bord. Elle fixait toujours dehors, triturant l'ourlet de sa robe, évitant mon regard comme la peste. Bah, c'est bien, j'ai dit après un silence, en essayant de paraître normal. C'est vraiment bien. Mais c'est sorti raide. Aigre. Comme si je souriais en mordant dans du papier alu. Elle s'est enfin tournée vers moi, visage indéchiffrable. T'es pas content pour moi? Si, j'ai répondu, voix basse. T'as bossé dur. Tu le mérites. Et je le pensais, quelque part. Je l'avais vu se tuer à la tâche pendant des années. Soirée tardive, matin très tôt, s'épuiser pour cette boîte. Mais maintenant, chaque compliment qu'elle recevait sentait le mensonge. Comme s'il y avait des ficelles que je n'avais pas vues avant. Après ça, elle s'est tue. Mains croisées sur les genoux. De temps en temps, elle me jetait un regard, comme si elle attendait que je dise autre chose. Je n'ai rien dit. J'ai fixé la route et compté les feux verts comme des pierres pour traverser une rivière dont je n'avais plus confiance. Le silence s'est installé. De plus en plus lourd. Pas le genre de silence confortable. Un silence tendu. Prêt à craquer. On est passé devant la station-service à l'entrée du quartier. J'ai vu qu'elle s'essuyait les paumes sur sa robe. Nerveuse, peut-être. Ou juste moite de la soirée. Difficile à dire. J'avais envie de poser les vraies questions. Pourquoi t'as pas répondu à mon SMS? Avec qui d'autre? T'es sûr que c'était juste ça? Mais je n'ai rien demandé. Parce qu'au fond, je connaissais déjà les réponses. Et je ne voulais pas entendre le mensonge sortir de sa bouche. J'ai tourné dans notre rue, celle avec les vieux platanes qui font comme une voûte. Les phares ont balayé la boîte aux lettres que j'avais réparée l'été dernier et la balancelle que j'avais installée quand elle avait dit qu'elle voulait un endroit pour lire le dimanche. On s'est garé dans l'allée. Elle a attrapé la poignée avant même que je coupe le moteur. J'ai mal à la tête, elle a dit doucement. Je vais m'allonger. D'accord, j'ai marmonné. Elle est sortie, talons claquants sur le béton, et elle est entrée dans la maison sans se retourner. Je suis resté dans la voiture un moment. Radio toujours basse, main sur les cuisses. J'ai fixé la faible lueur de la lanterne extérieure qui vacillait un peu, comme si elle allait s'éteindre. Tout ce que je savais, c'est que la femme que j'avais ramenée ce soir n'était plus celle que j'avais épousée. Et quelque part dans ce silence glacial, je crois qu'elle le savait aussi. 3 jours après la soirée, j'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention. Son téléphone toujours posé face cachée. Sa veste de travail sur la chaise de la cuisine qui sentait un parfum que je ne porte pas. La façon dont elle entrait dans une pièce, le regard déjà ailleurs. Je m'étais toujours dit que je n'étais pas du genre méfiant. Je faisais confiance jusqu'à ce qu'on me donne une raison de ne plus le faire. Mais là,
Je commençais à me dire que j'avais peut-être juste été paresseux avec la vérité. Aveugle volontaire. À la fin de la semaine, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça à faire semblant. Je devais savoir. Pas supposer, pas deviner, savoir. Je n'allais pas l'accuser sans preuve. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Mon père disait toujours, tu pointes du doigt seulement si t'es prêt à prouver. Alors j'ai décidé d'avoir des preuves. J'ai contacté un type, Marc Lemoine. Un ancien collègue l'avait utilisé pendant son divorce. Marc avait un nom banal et une tête tout aussi banale dégarnie, lunettes, corpulence moyenne, le genre de gars qu'on croise et qu'on oublie aussitôt. Mais il avait un regard perçant et une voix rauque. 15 ans dans le privé, surtout des affaires de couple, infidélité, garde d'enfants, patrimoine caché. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais, il n'a pas scié. Il a juste hoché la tête et dit, je m'en occupe. On s'est vu une fois, en vrai, dans une brasserie près de l'autoroute A6. Il a bu son café noir et a pris des notes avec un crayon mâchonné sur un carnet jaune. Il m'a posé 1000 questions, ses horaires, son boulot, les gens qu'elle mentionnait, les changements récents. J'ai répondu comme je pouvais, en me sentant ridicule. Comme si je payais pour regarder ma vie s'effondrer en haute définition. Je vous tiens au courant, il a dit en rangeant son carnet. Et puis l'attente a commencé. Elle a duré 4 semaines. Des jours longs et lents où je faisais semblant de croire ses histoires, où je hochais la tête quand elle parlait de ses objectifs trimestriels ou de la nouvelle cravate de son boss. Chaque fois que son téléphone vibrait et qu'elle souriait, je me demandais si c'était lui. Ou eux. Chaque fois qu'elle disait qu'elle restait tard, je fixais la fenêtre comme un chien qui attend des phares. Marc m'a appelé 2-3 fois, toujours très bref. Je creuse encore. J'approche. J'avais envie de le secouer, mais je savais qu'il valait mieux le laisser faire. Puis il m'a appelé. Il m'a donné rendez-vous dans la même brasserie. J'y suis allé le ventre noué. Une partie de moi espérait qu'il me dise qu'il n'avait rien trouvé. Que j'étais juste parano. Que tout était dans ma tête. Mais dès que j'ai vu sa tête, j'ai compris. Il a fait glisser une grosse enveloppe Kraft sur la table, fermée par un trombone rouge. Tout est là-dedans, il a dit. Photo, relevé de messages, date, heure. Je l'ai regardé une seconde. Mes mains étaient glacées. J'avais peur de la toucher, comme si elle allait me brûler. Mais je l'ai ouverte. La première chose, une photo. Camille. La même robe que le soir de la soirée. Dans un parking souterrain. Adossée à un gros SUV noir, tête levée, sourire comme elle me souriait avant. Et devant elle? Philippe. Son directeur. Main sur sa taille. Bouche trop près de la sienne. Une autre photo, même endroit, autre jour. Un autre homme cette fois, plus jeune, costume gris, inconnu. Il y en avait d'autres. Couloir arrière de son immeuble de bureau. Hall d'hôtel. Trottoir devant un restaurant. Une douzaine de photos, peut-être plus. Vêtements différents, jours différents, même expression sur son visage. Même expression sur leur visage. Comme si ça n'avait aucune importance. Et puis les messages. Des captures d'écran d'une appli que je ne connaissais même pas. Très clair. Mots doux. Prénom. Rendez-vous. Toute une double vie écrite noir sur blanc. Je n'ai rien dit. J'ai continué à tourner les pages, chaque feuille comme un coup de marteau. Marc ne m'a pas pressé. Il a juste siroté son café et m'a laissé lire. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé. Bouche sèche. Cœur comme une pierre. Depuis quand, à votre avis, j'ai demandé. Il a haussé les épaules. Difficile à dire précisément. Mais c'est pas récent. Ça dure depuis un moment. J'ai hoché la tête, refermé l'enveloppe, payé l'addition. En partant, Marc m'a dit, désolé que ça se termine comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu, moi aussi. Mais au fond, je n'étais pas désolé. J'étais furieux. Dévasté. Et surtout, j'en avais fini d'être le con. On a élevé nos fils pour qu'ils deviennent des hommes. C'était une des choses dont j'étais le plus fier. Pas seulement dans leur façon de travailler ou de serrer la main, mais dans leur façon d'être, respect, responsabilité, et surtout vérité.
Cette dernière, la vérité, c'est ce qui me déchirait le plus. Parce qu'aujourd'hui je devais m'asseoir en face d'eux et défaire un mensonge qui vivait dans notre maison depuis Dieu sait combien de temps. Lucas, l'aîné, 32 ans. Marié, boulot stable dans l'assurance, vit à une vingtaine de minutes avec sa femme Laura et leur labrador, Luna. Solide, sérieux. Le genre à lire la notice avant de monter un meuble, ce qu'il n'a clairement pas pris chez moi. Théo, le cadet, 28 ans, encore en train de trouver sa voie mais malin à sa manière. Il bosse dans le BTP, conduit des engins, a le don de réparer ce que moi je jetterais. Il fréquente Manon, et je sentais qu'il allait bientôt se lancer. Je les ai appelés tous les deux ce samedi matin. Je leur ai dit que j'avais besoin d'eux à la maison. Juste nous trois. Pas de femme, pas d'accompagnant. Quand je convoque comme ça, ils savent que c'est sérieux. Ils sont arrivés pour le déjeuner. On s'est installé autour de la même table de cuisine où Camille servait des crêpes tous les dimanches. La table des anniversaires, des devoirs, des éclats de rire sur du pain brûlé et des larmes sur des animaux disparus. J'ai regardé mes deux fils et j'ai senti le poids de ce que j'allais dire. Faut que je vous dise quelque chose, j'ai commencé en faisant glisser l'enveloppe de Marc sur la table. Lucas l'a regardée sans la toucher, comme si elle allait exploser. Théo l'a prise lentement, l'a ouverte et a sorti la première photo. Camille dans le parking, bras autour du cou d'un homme. Il a cligné des yeux, puis l'a tendu à son frère sans un mot. Ils ont feuilleté le dossier comme moi, en silence, avec précaution. Personne n'a parlé pendant ce qui m'a semblé des heures, même si ce n'était que quelques minutes. J'étais là, mains croisées, à regarder leur visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus dur. De la douleur. Du dégoût. De la trahison. Quand ils ont fini, Théo a posé les feuilles comme si elles brûlaient. Lucas s'est contenté de s'adosser, yeux fixés sur un point du mur. « T'es sûr de tout ça ?» a demandé Lucas, voix basse. J'ai hoché la tête. Détective privé. 1 mois de filature. C'est réel. Théo a soufflé. Putain. Il ne jure pas souvent. Ce seul mot pesait plus lourd qu'un discours. Elle a. Théo a commencé, puis s'est arrêté. Il a secoué la tête. Depuis quand? Je sais pas exactement, j'ai dit. Mais c'est pas d'hier. Ça dure. Lucas s'est frotté le visage à 2 mains. Papa. Maman? Je sais. Elle nous a toujours fait promettre d'être loyaux. D'être corrects. De faire les choses bien. Ouais, j'ai dit, la gorge amère. Marrant, non? Théo fixait la table, doigt tapotant un rythme qui n'allait avec aucune musique. J'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Surtout maintenant. À son âge. Moi non plus. Un autre long silence. Le genre de silence qui s'installe entre des hommes quand il n'y a plus rien à demander, juste des choses à porter. Alors, a fini par dire Lucas, on fait quoi? Je me suis penché en avant. Pour l'instant, ça reste entre nous. Pas de scandale. Pas de cirque. Je veux pas la guerre. J'avais juste besoin que vous sachiez. Lucas a hoché la tête. D'accord. Théo n'a rien dit. Il s'est contenté de s'adosser, bras croisés, mâchoire serrée. Mais j'ai vu dans ses yeux le même regard que quand il était petit et qu'il avait appris la mort de son premier chien. Ce regard qui dit que le monde vient de perdre ses repères. Je vous ai pas montré ça pour tout détruire, j'ai dit. Mais je peux plus porter ça tout seul. T'aurais pas dû, a répondu Lucas. Je les ai regardés, ces 2 hommes faits, avec leur vie, leur maison. Mais à cet instant, je voyais encore les petits garçons qui couraient pieds nus dans cette maison, qui l'appelaient encore maman, qui pensaient qu'elle tenait la lune. Et maintenant? Maintenant, quelque chose en eux s'était fissuré aussi. On est resté encore une demi-heure, surtout silencieux. Camille était sortie au soi-disant, passée au bureau, ce qui prenait une autre couleur maintenant. Quand ils sont partis, je les ai raccompagnés à leur voiture. Lucas m'a serré dans ses bras. Théo m'a donné une tape forte dans le dos et un signe de tête, mâchoire toujours crispée. En les regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange étrange de fierté et de chagrin. Fierté qu'ils soient de mon côté. Chagrin pour ce qu'on venait tous de perdre, même si on ne pouvait pas encore le nommer. Je suis rentré, je me suis planté dans la cuisine silencieuse et j'ai fixé la table vide.
Plus rien ne serait jamais pareil après ce jour. Et au fond, je crois qu'on le savait tous. Les choses ont changé après cette discussion avec les garçons. Pas d'un coup, pas dans le drame lentement, comme la rouille qui grignote une vieille 205. Camille ne l'a pas vu tout de suite. Elle a cru à du stress professionnel, au changement de saison, quelque chose qu'on pouvait balayer ou arranger autour d'un verre de vin. Mais ce n'était pas ça. Loin de là. Lucas a arrêté d'appeler le dimanche. Théo ne faisait plus ses petits SMS et ne passait plus tondre l'ail du fond comme avant. Une fois, Camille m'a demandé, Théo est fâché contre quelque chose? J'ai haussé les épaules, c'est pas. Il doit être occupé. Mais je savais. Ils prenaient leur distance. Comme moi. Une retraite lente. Comme si nous trois apprenions à nous décrocher d'une personne en qui on avait eu confiance. Camille a essayé plus fort, à sa façon. Elle s'est remise à cuisiner davantage, proposait des restos, ressortait de vieilles anecdotes comme si de rien n'était. Elle venait dans l'embrasure de la porte de mon atelier pendant que je bidouillais ma vieille radio ou que j'aiguisais une lame et elle disait « Tu te souviens de notre week-end à Annecy? T'étais cramé, on aurait dit un marre. » Je hochais la tête, demi-sourire, puis je retournais à mon truc. Elle sentait bien que j'avais changé, j'en suis sûr. Mais elle ne posait pas les vraies questions. Elle ne voulait pas les vraies réponses. C'était une de ses habitudes, ignorer les signaux tant qu'ils ne deviennent pas trop gros pour être cachés. Moi, par contre, j'avais fini d'ignorer les miens. Une semaine après la discussion avec les garçons, j'ai contacté une avocate, maître Valérie Garnier. Un copain l'avait eue pour son divorce et m'avait dit qu'elle était directe, efficace, pas de chichi. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom, par prudence. Son cabinet était petit, derrière une fleuriste rue de la République. Le genre d'endroit que tu ne remarques pas si tu ne cherches pas. Elle m'a accueilli avec une poignée de main franche et une pile de dossiers déjà prêtes. On a parlé plus d'une heure. Je lui ai tout raconté. Les photos. Les rapports. Le silence. Sans édulcorer. Elle n'a pas fait semblant d'être surprise. Elle a pris des notes, posé des questions nettes. Vous voulez lancer maintenant ou attendre un peu? Elle a demandé vers la fin. Je veux tout préparer, j'ai répondu. En silence. Sans vague. Juste, bien fait. Bien compris. Alors j'ai commencé à rassembler. Relevé bancaire. Titre de propriété. Assurance. Compte retraite. Des choses auxquelles je n'avais pas touché depuis des années. Je fouillais les tiroirs du bureau et le classeur du couloir. Un soir Camille m'a vu trier des papiers et m'a demandé « Tu cherches quelque chose ?» Je range, j'ai dit. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Elle a hoché la tête et est retournée à la cuisine. Chaque jour qui passait, je me sentais un peu moins son mari et un peu plus un homme qui se prépare à un orage qu'il a vu venir de loin. Pas de cri. Pas de porte qui claque. Juste cette sensation tranquille d'une corde qui s'effiloche entre deux mains. Camille, elle, n'avait toujours pas compris. Ou peut-être que si, et qu'elle s'accrochait à l'espoir que tout reviendrait comme avant si elle souriait assez, cuisinait assez, posait les bonnes questions avec le bon ton. Elle disait, on regarde un film ce soir? Je répondais, pas trop envie. On monte au chalet le week-end prochain? Juste nous deux. On verra, je disais, sachant déjà qu'on n'irait pas. Parfois je la surprenais dans le couloir devant notre chambre, comme si elle voulait dire quelque chose mais se ravisait. Je ne demandais jamais quoi. Ça ne servait à rien. Et les garçons? Ils restaient à distance. Quand ils venaient, c'était rapide, conversation légère, accolade polie. Ils ne disaient plus « maman » avec la même chaleur. Ils l'aimaient toujours bien sûr mais quelque chose dans leur voix s'était refroidi. Détaché. Un soir elle m'a redemandé « Pourquoi Lucas m'évite ?» J'ai haussé les épaules. Demande-lui. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne leur a rien demandé. Ne m'a pas pressé. Elle s'est juste servi un verre de vin et s'est assise sur la terrasse comme d'habitude, à regarder le jardin pendant que le soleil disparaissait derrière les arbres. Je l'observais de l'intérieur, bras croisés, sachant parfaitement pourquoi les choses en étaient là. Elle ne le savait pas encore. Mais la distance était déjà là. Et elle ne faisait que grandir. Le jour où Camille est rentrée avec la nouvelle, on aurait dit qu'elle avait gagné au loto.
J'étais sur la terrasse, à regarder le soleil descendre derrière le cabanon, quand j'ai entendu sa voiture. Elle est entrée comme une tornade de lumière. Cheveux qui dansent, yeux brillants, immense sourire. Elle a posé son sac et a lâché direct, gelé. Je n'ai pas demandé quoi. Je savais. La promotion, elle a rayonné. C'est officiel depuis ce matin. J'ai hoché la tête lentement, posé mon verre. Sérieux? Elle a ri un vrai rire, franc, comme avant que tout se fissure. Il me donne un bureau plus grand, un nouveau titre, une augmentation. Et Philippe a dit. Elle s'est arrêtée net. Comme si elle avait glissé une seconde trop tard. Bref, elle a repris en lissant sa jupe, c'est un gros truc. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai dit, ouais. C'est gros. J'ai proposé qu'on fête ça. Un dîner en famille, juste nous et les garçons. Elle s'est illuminée, m'a touché l'épaule, a dit que c'était parfait. J'ai souri juste ce qu'il fallait. J'ai réservé pour le samedi suivant. Une brasserie chic du centre, nappe blanche, prix qu'on n'écrit même pas sur la carte. Lucas et Laura ont dit oui tout de suite. Théo et Manon aussi. Tout le monde était partant. Camille a passé la matinée à choisir sa robe et à se faire les ongles. Elle a mis une robe bleu nuit avec des talons que je n'avais pas vus depuis notre anniversaire à Honfleur. Elle était rayonnante. Le genre de rayonnement qui aurait pu rendre un homme fier, s'il n'avait pas déjà vu ce qu'elle était capable de faire dans le dos. Le dîner s'est passé plus calmement que prévu. Beaucoup de sourires, conversations polies, serveurs qui remplissaient les verres avant même qu'ils soient vides. Camille brillait, parlait de son nouveau poste, une sorte de direction régionale au nom à rallonge. Elle ne voyait pas la mâchoire crispée de Lucas. Ni Théo qui jouait juste avec son couteau entre deux bouchées. Le dessert est arrivé, une grande assiette blanche avec un coulis chocolat et une bougie plantée dans un fondant au chocolat. Le serveur a dit « Félicitations » et Camille a tapé dans ses mains comme une gamine à son anniversaire. C'est là que je me suis levé. J'ai tapoté mon verre avec ma fourchette, doucement, juste assez pour capter l'attention. Tout le monde m'a regardé. J'ai raclé la gorge. Je voudrais porter un petit toast. Camille a souri grand. Oh, trop mignon, elle a dit. J'ai levé mon verre. À la brillante femme d'affaires. Que le succès t'apporte tout ce que tu mérites. Elle a ri et a fait une petite révérence moqueuse. Merci, chérie. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une enveloppe blanche. Sobre. Propre. Sans étiquette. Je la lui ai tendue. Elle l'a regardée, perplexe. C'est quoi? Ouvre. Elle a glissé un ongle manucuré sous le rabat et a sorti les papiers. Au début elle souriait, pensant sans doute à des billets d'avion ou un week-end surprise. Puis elle s'est figée. Ses yeux ont parcouru les pages lentement. Sa main a tremblé légèrement quand elle a vu la photo glisser dedans. Celle d'elle et Philippe. Visage trop proche. Sa main a lu là où elle n'aurait pas dû être. Limpide. Elle a levé les yeux vers moi. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, très posément, « Félicitations. Tu viens d'être assignée, ma chérie. » Pas un cri. Pas d'insulte. Juste ces mots, et j'ai reposé mon verre. Lucas a détourné le regard. Théo l'a fixé droit dans les yeux. Laura et Manon étaient pétrifiées. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas attendu l'addition. Je n'ai pas attendu de voir si elle allait me courir après. J'ai poussé la porte et je suis entré dans l'air frais du soir. Dehors, c'était calme. On entendait le ronronnement des voitures, la circulation au loin, le tintement des couverts sur la terrasse. Je suis resté là une seconde. J'ai pris une grande inspiration. Je me sentais libre. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le poids du faire-semblant. Je ne me mordais plus la langue. Je n'étais plus dans ma propre maison à me demander à qui parlait ma femme derrière un écran verrouillé. J'étais redevenu moi. Et elle? Elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas attendu le lendemain matin. Après être sorti du restaurant, je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans mon pick-up, je me suis assis, main sur le volant, yeux sur la route. Les vitres se sont embuées un peu avec ma respiration, mais tout dehors semblait plus net qu'en plusieurs mois. Puis j'ai roulé jusqu'à la maison. Pas de radio. Pas d'appel aux garçons.
Juste le ronronnement des pneus et les phares qui me guidaient. Arrivé, la lanterne extérieure était allumée. Cette lumière jaune douce que Camille voulait toujours laisser, au cas où. Avant, j'adorais voir cette lumière après une longue journée. Ce soir-là, elle semblait appartenir à une autre maison. Je suis entré, j'ai pris 2 sacs de sport dans le placard du couloir et j'ai emballé l'essentiel. 2-3 jeans, chemises, chaussettes, mes godasses, ma trousse de toilette, la photo de moi et des garçons au lac l'an dernier. Le reste, je l'ai laissé. De toute façon, plus rien ne me semblait à moi. Je n'ai pas claqué les tiroirs ni fait de bruit. J'ai bougé doucement. Propre. Contrôlé. Pas parce que j'avais peur qu'elle rentre, mais parce que je voulais que ce soit net. Avant de partir, j'ai éteint mon téléphone. J'ai retiré la carte SIM et je l'ai jetée dans le tiroir de la cuisine avec les piles mortes et les attaches tout. Voilà. Quand Camille a dû relever la tête de l'enveloppe et commencer à paniquer, j'étais déjà en route vers le chalet. Le chalet, c'était toujours le mien. Je l'avais acheté quand les garçons étaient petits. Planqué au bord du parc naturel régional, après une piste que presque personne ne prend. Une chambre, une salle d'eau, un poêle à bois, une terrasse qui donne sur les sapins. Pas de Wi-Fi. Pas de voisins. Juste le calme. C'est là que j'allais quand j'avais besoin de réfléchir. De respirer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Un vrai silence. Pas celui qui attend d'exploser, mais celui qui s'installe et qui remplit la poitrine. J'ai fait du café sur le vieux poêle et je me suis assis sur la terrasse pendant que la brume se levait sur les arbres. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment dans ma peau. Camille a dû appeler des dizaines de fois. Je n'ai rien vu. J'avais coupé la ligne et je n'avais aucune intention de la reprendre. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié mon nouveau téléphone au nouveau numéro, page blanche. L'ancien était resté là-bas, comme une peau de serpent abandonnée. Lucas et Théo savaient où j'étais. Je leur avais donné l'adresse, dit que j'allais bien, que j'avais juste besoin de temps. Ils ont compris. Je crois qu'une partie d'eux était soulagée aussi. Soulagée de ne plus faire semblant. D'après Lucas, Camille s'est présentée chez lui le lendemain matin. Elle a frappé, mascara coulé, voix tremblante. Elle voulait parler. Laura ne l'a pas laissé dépasser le perron. Théo n'a même pas ouvert quand elle s'est présentée chez lui. Il l'a regardée par le Judas jusqu'à ce qu'elle reparte. Elle ne le savait pas encore, mais ses ponts n'étaient pas en train de brûler, ils étaient déjà en cendres. J'ai beaucoup réfléchi les premières semaines. Pas à la vengeance ni à la rancune, mais à comment on en était arrivé là. Je revenais sans cesse en arrière, à la recherche du moment ou du choix qui l'avait fait basculer. Était-ce l'ambition? L'ennui? L'idée que je ne verrais jamais rien? Est-ce que ça changeait quelque chose? Tout ce que je savais, c'est que sa belle promotion, son nouveau titre ronflant, le bureau avec vue et la place parking réservée, tout ça avait un prix qu'elle n'avait pas anticipé. Elle avait échangé son mariage. Sa famille. La confiance de 2 fils adultes qui la voyaient autrefois comme la femme la plus forte du monde. Et au final, elle avait eu ce qu'elle voulait. Elle n'avait simplement plus personne avec qui le partager. Pendant ce temps, moi, je coupais du bois, je faisais du café, je regardais les chevreuils traverser la forêt comme quand les garçons étaient petits. Ça faisait mal, oui. Une douleur différente. Pas aiguë, mais profonde. Mais elle était propre. Honnête. Et surtout, je me sentais libre. Libre des mensonges. Libre du faux semblant. Libre de vivre dans la même maison qu'une personne qui n'était plus là. Camille avait gagné un bureau d'angle. Moi, j'avais retrouvé la paix. Et ça, je ne l'échangerais contre rien. 4 mois après avoir tendu l'enveloppe à Camille, c'était fini. Divorce prononcé. Partage 50-50e. Propre sur le papier, mais rien n'était juste. Ni pour moi. Ni pour les garçons. Peut-être même pas pour elle, au bout du compte. Elle n'a pas beaucoup lutté. Son avocate a bien essayé de chipoter sur des détails le chalet, le pick-up, quelques comptes mais rien n'a tenu. Je crois qu'au fond elle savait qu'elle n'avait pas de quoi se défendre. Trop de honte. Trop de culpabilité. Ou peut-être juste trop fatiguée pour continuer la comédie. La maison a été vendue. Je lui ai laissé sa part.
J'ai pris la mienne et je l'ai ajoutée à ce que j'avais déjà mis de côté. Je n'avais besoin de presque rien. Jamais. Le chalet est devenu ma maison. Petit. Simple. Suffisant. Une fois les papiers signés, Camille a essayé de reprendre son nouveau poste directrice régionale ou quelque chose comme ça. Gros bureau. Gros titre. Plein de réunions. Mais les classes étaient éteintes très vite. D'après Lucas, elle a démissionné 6 semaines plus tard. Pas même un préavis correct. Elle a posé son badge sur le bureau un matin et elle est partie. Elle a dit qu'elle ne tenait plus la pression. Qu'elle n'arrivait plus à se concentrer. Les gens du bureau ont commencé à parler de ses crises de larmes aux toilettes, de son air absent. Elle a commencé à voir une psy après ça. Thérapie, livre de développement personnel, méditation. Je ne doute pas qu'elle voulait changer. Peut-être même qu'elle le pensait sincèrement. Mais certaines choses, une fois cassées, ne se recollent pas comme avant. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes d'elle. Pas un SMS. Pas une lettre. La seule fois où j'entendais parler d'elle, c'était quand quelqu'un la croisait au Leclerc ou quand Théo me rapportait un ragot entendu quelque part. Les garçons ont gardé leur distance. Je crois que c'est ça qui l'a fait le plus souffrir. Elle n'avait pas seulement perdu un mari, elle avait perdu ses fils. Son ancre. Sa fierté. 2 ans ont passé. Théo s'est marié à l'automne. Une jolie cérémonie en extérieur dans une ferme près de Rambouillet. Grande tente blanche, guirlande lumineuse, feuilles dorées qui tombaient comme des confettis. Manon était magnifique dans sa robe qui scintillait au soleil. J'ai accompagné sa mère à sa place et j'étais à côté de Théo comme témoin. Il m'a dit qu'il me voulait là, pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qui lui avait appris ce qu'était vraiment la force. Camille n'était pas invitée. Elle l'a appris comme tout le monde aujourd'hui, par les photos. Quelqu'un a posté des images du mariage. Théo en costume bleu marine, Manon rayonnante. Moi au second plan, verre à la main, souriant comme quelqu'un qui a enfin retrouvé un sol stable. Elle n'a pas commenté, mais Lucas m'a dit qu'elle les avait vus. Qu'elle l'avait très mal pris. Qu'elle avait dit qu'elle s'attendait à une invitation, même si elle ne serait pas venue. Cette phrase m'a tout dit, elle n'avait toujours pas compris ce qu'elle avait fait. Ou peut-être que si, mais qu'il était trop tard. 1 an plus tard, Lucas a eu son premier enfant. Un garçon. Né avec une tignasse brune et des poumons capables de faire trembler les vitres. Ils l'ont appelé Paul. Je l'ai tenu dans mes bras le lendemain de sa naissance. Lucas a pris une photo au mois qui berçait le petit sur le balcon de la chambre d'hôpital, une couverture toute douce autour de lui, un minuscule bâillement qui lui étirait le visage. À côté de moi se tenait une femme que j'avais rencontrée à la boutique d'appât du coin, croyez-le ou non. Des yeux gentils, une force tranquille. Quelqu'un qui avait connu sa part de douleur mais qui n'avait jamais laissé ça la rendre amère. Elle me tenait la main sur la photo. On ne cherchait pas à faire passer un message. On vivait, c'est tout. Lucas a posté la photo avec une légende toute simple, joyeux grands-parents. C'est là que Camille s'est vraiment brisée. Le lendemain, elle a supprimé tous ses comptes. Lucas a eu un message par un ami commun, elle pleurait, tremblait, répétait en boucle que c'était elle qui aurait dû être sur cette photo. Mais ce n'était pas elle. Parce que la femme sur cette photo n'avait pas menti, n'avait pas trompé, n'avait pas jeté sa famille pour une tape dans le dos d'un homme en costard. Après ça, Camille a commencé à s'effacer. On n'entendait presque plus parler d'elle. Elle ne sortait plus, ne répondait plus au téléphone. On disait qu'elle gardait les volets fermés, qu'elle restait dans le noir. Dépression, paraît-il. Une sorte d'effondrement lent. Rien de spectaculaire, juste une chute en elle-même. Je ne raconte pas ça pour me vanter. Je ne suis fier de rien de tout ça. Mais ça compte. Ça compte parce qu'il y a un prix à la trahison. Un prix qui n'apparaît ni dans les jugements ni sur les relevés bancaires. Il apparaît dans les chaises vides au mariage. Dans les silences au téléphone. Dans la prise de conscience tranquille qu'aucun poste, aucun titre, aucun bureau ne peut combler le vide laissé par ceux qui vous aimaient. Camille a couru après quelque chose de brillant. Et à la fin, elle l'a attrapé. Mais quand elle s'est retournée pour le montrer, il n'y avait plus personne pour le regarder. C'est toute l'histoire, du début à la fin. Partagez votre opinion dans les commentaires, la vengeance doit-elle toujours être bruyante, ou une justice silencieuse et calculée est-elle plus satisfaisante ?
Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».